Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Épisode 3 de Destin inattendu avec Mady Pierret, cette jeune fille vivante et pétillante de 92 ans. Nous l'avons laissée la semaine dernière avec ses 3 filles. Elle habitait l'Heureux avec son mari et elle s'occupait de ses filles. Et elle a eu des envies. Elle va nous raconter maintenant quelles étaient ses envies. Alors oui, on en arrive dans les années 60, donc un petit peu après, puisque ma dernière fille, elle devait avoir 18 mois, 2 ans, je me souviens plus précisément, Christine. Peut-être même un peu plus, puisque quand j'ai mis ses sœurs à l'école, elle m'a échappé pour y rentrer parce qu'elle voulait pas quitter ses sœurs. Et puis que c'était sûrement un truc très intéressant, l'école, puisque ses sœurs y allaient. Donc elle m'a échappé des bras pour aller elle aussi à l'école, si bien qu'elle a démontré son autonomie. Alors moi aussi je me suis dit pourquoi je redeviendrais pas autonome. Donc il faudrait que je trouve du boulot et que je gagne ma croûte, parce que finalement l'autonomie réelle des femmes, ça passe par le secteur économique. Donc voilà, Et c'était avant-gardiste dans ces années-là quand même déjà de travailler, de laisser ses 3 filles. Je les laissais pas, je continuais à m'en occuper, mais je partais dans la journée puisqu'elles étaient à l'école, elles. Oui, je ne parlais pas d'abandon, Mady. Ah bon, quand même. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce qu'avant de me marier avec Georges, j'étais institutrice suppléante. C'est-à-dire, je faisais des remplacements chez des bonnes sœurs en plus, parce que je m'étais quand même enfuie de la maison de mes parents, et donc il fallait pas que je les affole complètement. Donc déjà, j'avais fui, mais avec l'aide d'un curé sympa, il y en a eu au moins, et j'avais trouvé des places d'institutrice remplaçante chez les religieuses, pour être sûre que mes parents soient tranquilles sur ma virginité et tout ce qu'on savait à l'époque sur les filles, quoi. Donc voilà. Alors ça, je n'avais pas envie de reprendre ce boulot-là, mais je voulais rester dans un travail qui me plaisait. C'est-à-dire, comme j'ai dit après, quand on m'a embauché, j'ai dit je voulais pas mettre des rondelles de saucisson dans les boîtes de cassoulet. Je préférais travailler dans la culture. Ça, c'était un colloque avec Michel Janson à l'époque, qui était quand même très connu, et j'étais dans l'espèce de rencontre avec plein de bénévoles de la Maison de la Culture, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était la CDO et préfiguration de la Maison de la Culture. Et donc chacun avait une vocation, il voulait faire ceci, il voulait être utile, il voulait... J'étais la dernière à parler. Alors, quand Francis Janson m'a demandé comment j'avais envie de faire, j'ai dit, ben voilà, moi j'avais pas envie de mettre des rondelles de saucisson dans les boîtes de cassoulet, je préférais vendre de la culture. Donc voilà comment je suis devenue radio. Tu as commencé comme bénévole ou tu as été tout de suite recrutée? J'ai commencé comme bénévole au musée de Bretagne d'abord, parce que Michel Leroux, dont j'ai déjà parlé, qui était adjoint au maire, chargé de la culture, et avait envie de lancer un nouveau service au musée des Beaux-Arts et au musée de Bretagne, qui s'appelait Service éducatif des musées. Pour ça, il avait fait venir des dames très huppées du Louvre, qui étaient venues expliquer comment fonctionnait le service éducatif du musée. Et puis, il voulait donc, il m'a proposé de faire ça. Bon, moi, j'avais pas fait l'école des Charles, j'avais pas fait enfin bref, j'avais visité évidemment le musée du Louvre et d'autres musées, mais j'avais rien de spécial pour me faire. Moi, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'est venue l'histoire de Toutankhamon. Parce que j'ai commencé le service, mais je me disais qu'est-ce que je vais faire là-dedans, moi. Alors en plus, il y avait mademoiselle Béraud qui était la conservatrice en chef, qui était une femme très compétente, mais qui connaissait mes limites. J'avais pas caché d'ailleurs, puisque comme je disais tout à l'heure, je m'en fiche d'être aimé ou pas.
On verra bien ce qu'on verra. J'avance. Et donc, mademoiselle Béraud, elle était versaillaise, elle était très compétente, mais très ancien monde, enfin. Elle avait fait vraiment l'impossible parce qu'elle était partie de rien, elle, dans le musée, il y avait rien quand elle a pris, ni sur le plan breton, ni sur le plan artistique. Il y avait des tableaux, mais qui étaient dans les caves, parce que tout avait été ramassé pendant la guerre. Et en plus, le musée avant était dans ce qui est devenu l'école dentaire de la rue Pasteur. Donc là où c'était à Zola, au quai Émile Zola, c'était tout nouveau. Elle a tout fait, ce qui était quand même un sacré boulot et admirable. Et toi, alors, t'as fait venir Toutankhamon? Alors non, moi je pas fait venir Toutankhamon, mais vous savez bien l'adage qui dit « Si Mahomet ne vient pas à la montagne va à Mahomet ». Or, il n'était pas question que j'obtienne des sous pour faire venir l'Expo Toutankhamon qui venait d'Égypte, du musée du Caire, à Paris. Mais je me suis dit, on va faire l'inverse. Les Bretons vont aller voir Toutankhamon. Donc, c'est ce que j'ai organisé. Et comment ça s'est organisé? Il y a eu, je crois, beaucoup de personnes. Ça a été à la fois compliqué. Alors, j'ai fait ça un matin en me lavant les dents. J'habitais le Rue, donc à l'époque. Alors, j'avais à lancer mon service éducatif, mais ce qui avait rien de précis non plus. Donc, je me suis dit, mais voilà l'occasion de lancer mon service. J'étais complètement bénévole. Hein. En me lavant les dents, je me suis dit, bah oui, pourquoi on ferait pas ça? Après tout, on paye nos impôts pour payer le métro de Paris, et pas seulement le métro, mais même les expos qu'ils reçoivent. Et puis nous, comme des imbéciles, là, il faut pas, puisque c'est comme ça, on va y aller. En obligeant à ouvrir l'exposition, rien que pour nous, les Rennais. Et des Rennais de toutes sortes, des personnes qui n'avaient pas l'occasion de voir la culture. Absolument. Donc, mais je pouvais pas me décider toute seule quand même. Il a fallu que j'en ai, et que j'en parle à Michel Leroux, bien sûr, qui était aussi fou que moi, donc il était forcément d'accord. Il me faisait confiance. Et puis, il fallait en parler à mademoiselle Béraud, parce que c'était elle, la conservatrice du musée. Si ça se faisait sous le label du musée, fallait qu'elle soit d'accord. Et il fallait en parler à monsieur Verprat, qui était le directeur de l'OET, puisque c'était à lui que j'étais rattachée, officiellement. Donc voilà. Parce que j'étais quand même que bénévole, donc, et j'avais aucun CV qui prouvait que j'étais capable de faire une chose comme ça. Alors, Michel Leroux a invité des personnes des musées de Paris à venir dans un déjeuner je vais raconter une petite histoire parce que c'est drôle. Et c'était à l'hôtel du Guesclin, quai de la Gare. Et donc, il y avait les dames du Louvre, là, qui étaient là, du Grand Palais. Et puis, il y avait donc Michel Leroux qui présidait. Et puis, monsieur Verprat, mademoiselle Béraud, et moi au bout de la table, avec à ma gauche, encore quelqu'un de plus à gauche que moi, Jacques Faucheux, qui venait d'arriver à l'OET, lui, en tant qu'animateur. Puis on a eu, comme pour démarrer le repas, des gambas présentés sur un verre à cognac rond, là, vous voyez. Ça, c'était joli, hein. Et moi, j'adorais les crevettes, j'ai trouvé ça très bien. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que sur ma gauche, Jacques Faucheux, il mangeait pas. Je lui ai dit, t'aimes pas ça? Il me dit, non, mais je sais pas comment ça se mange. C'est un sacré bonhomme aussi, Jacques Faucheux. Ah, c'était un sacré bonhomme. Et j'ai compris qu'il était mal à l'aise parce que il était arrivé ce jour, la veille au soir, de Saint-Brice-en-Cogle, où il était instituteur, mais il venait d'être embauché à l'office pour être animateur, et il logeait chez Fred Gauthier, après, il a été connu comme directeur du collège du Reux. Mais il logeait chez lui, et comme il a su le matin qu'il était invité au repas à du Guesclin, et il avait des habits empruntés à Fred Gauthier. Alors ça, plus les crevettes qu'il avait jamais mangées, parce que son père était boucher à Val d'Isée. Donc forcément, les crevettes à l'époque, hein, il n'y en avait pas beaucoup de poissonniers dans les campagnes. C'était marrant.
On est encore dans la préparation de cette opération Toutankhamon. Pour les auditeurs, il faut vous dire aussi que Jacques Faucheux est quand même devenu le maire de Fougères pendant des années et des années. Et la semaine prochaine, Madi va nous raconter comment ça s'est passé, parce que cette histoire de Toutankhamon où les Rennais, les Bretons vont sur Paris.